Bonjour, X-Wing 2.0 aujourd'hui, mais cette fois pour une chronique. Car si j'ai eu l'occasion depuis la sortie de la V2 d'X-Wing de rédiger quelques articles portant sur des listes ou des rapports de bataille, je n'ai jusqu'à présent jamais osé faire de chronique du jeu et de ses extensions. Je n'étais pas bien certain, à vrai dire, et ne le suis toujours pas, d'être suffisamment compétent pour cela, a fortiori dès l'instant que je délaisse ma faction de prédilection, l'Empire Galactique. Ceci étant, la sortie des nouveaux kits de conversion avec la vague 2 m'incite à tenter le coup malgré tout. Au moins pour le Premier Ordre, qui est après tout le prolongement de l'Empire Galactique, et conserve des liens marqués avec cette faction initiale. Je verrai ultérieurement si je peux me permettre de tenter l'expérience de vous causer aussi du kit de conversion de la Résistance, ou de nouveaux vaisseaux comme le taille de la Guilde minière, un récent apport à la faction des racailles et scélérats. Mais pour l'heure, le Premier Ordre, Fantasy Flight Games a donc décidé avec la V2 de scinder les grandes factions de la V1 en des ensembles différents, fonction de la chronologie de l'univers Star Wars. Et c'est un changement de taille. En V1, X-Wing avait commencé avec deux factions, l'Alliance Rebelle et l'Empire Galactique, bientôt rejointes par une troisième, les Racailles et Scélérats, qui couvrait approximativement l'époque de la trilogie initiale. Les factions de la nouvelle trilogie étaient associés à leurs modèles initiaux, mais maintenant le Premier Ordre est séparé de l'Empire Galactique et la Résistance de l'Alliance Rebelle, ce qui monte le nombre des factions à 5. Et ce n'est pas fini, avec la vague 3, prévue sauf erreur pour le premier semestre 2019, deux nouvelles factions rejoindront la partie, celle de la prélogie, ou plus charitablement de la guerre des clones, la République Galactique et l'Alliance séparatiste, soit 7 factions, oui, un sacré changement. Maintenant, pour qu'il se montre vraiment pertinent, je suppose qu'un point essentiel consiste en la définition d'identité de faction qui les distingue véritablement. À cet égard, si les nouvelles factions de la vague 3 m'excitent pas mal, les séparatistes en tête, comme de juste, le Premier Ordre et la Résistance sont encore à l'heure actuelle dans un entre-deux qui me laisse forcément indécis. En fait, c'est plus particulièrement le cas pour le Premier Ordre dont l'approche tactique joue pour l'heure encore des grands archétypes de l'Empire Galactique. Les nuées, les as, le soutien-commandement, la spécialisation couplée avec l'efficience, tandis que la Résistance a un côté plus super-héroïque par rapport à l'Alliance Rebelle. Je suis donc relativement en terrain connu, mais pour le coup c'est justement un peu frustrant. Et tant qu'on y est, on relèvera que ça ressort également dans les figurines. Si l'Upsilon et le Silencer ont des designs propres, le taille FO n'est guère qu'un taille LN peint différemment, et le taille SF ne se distingue du précédent que par une bande de peinture rouge et une antenne tout trikiki, ce que je trouve assez limite. Bon, admettons, nous verrons bien ce que cela donnera par la suite. Il n'est pas encore dit que je m'investirai pleinement dans le Premier Ordre. Ceci étant, j'avais les 4 vaisseaux du Premier Ordre sortis en V1, et n'ai donc pas hésité un seul instant à faire l'acquisition de ce kit de conversion. À vrai dire, je n'ai pas hésité non plus pour celui de la Résistance, en ayant également les 3 vaisseaux, cette fois, sortis en V1. Et j'avais joué ces vaisseaux du temps où il était possible de les associer à ceux de l'Empire Galactique. À vrai dire, j'ai même pas mal pratiqué l'Upsilon, et dans une moindre mesure le Silencer, encore moindre pour le taille SF, un bon vaisseau mais que je trouvais trop cher pour l'intégrer en confiance dans une liste, et encore moindre pour le taille FO. Quitte à jouer des tailles basiques, je me repliais tout naturellement sur les tailles LN, les pilotes de l'académie généralement bien moins chers. Cependant, je dois avouer que je n'étais pas toujours à l'aise avec ces vaisseaux, et très souvent je ne savais pas vraiment que faire de leur slot technologie, réservé sauf erreur aux vaisseaux du réveil de la force. Pour le coup, la V2 me parle davantage à cet égard. Quoi qu'il en soit, j'étais malgré tout curieux de voir comment tout cela fonctionnerait désormais, dans des configurations forcément distinctes de la V1, dans la mesure où tout le colossal matériel de l'Empire Galactique est désormais exclu dans ces listes. Bon, examinons le contenu de ce kit de conversion par le menu. En commençant par les vaisseaux, ils sont au nombre de 4, tous des reprises de la V1, pour justifier avec des guillemets son prix en comparaison des kits impériaux, rebelles et racailles autrement fournis, le présent kit voit les choses en grand du côté du nombre de vaisseaux jouables. On y trouve ainsi de quoi aligner 7 chasseurs taille FO, 5 chasseurs taille SF, 3 taille Silencers et, bordel, 3 navettes de commandement de classe Upsilon aussi. Ce qui est un tout petit peu dingue, mais bon. Commençons par l'unité de base, c'est-à-dire le chasseur taille FO. C'est désormais le plus petit vaisseau de la faction et, à vrai dire, de la gamme du réveil de la force, un substitut un peu plus évolué au bon vieux taille LN de l'Empire Galactique. Le taille FO a un bouclier de plus, une action supplémentaire, l'acquisition de cibles, un slot de technologie et, c'est probablement ce qui me concerne son véritable atout,
un cadran de manœuvre largement amélioré avec davantage d'options pour certaines bleues et des boucles de seigneur rouge à vitesse 2. En contrepartie, le vaisseau est plus cher de manière non négligeable. Le TFO de base, soit le cadet de l'escadron Epsilon, coûte 28 points d'escadron, soit 5 de plus tout de même que son vénérable ancêtre. Et je sais pas vous, mais cette gamme de coups d'emblée me laisse un peu perplexe quant à la pertinence de jouer une nuée de TFO. Bon, c'est peut-être un préjugé qui disparaîtra en temps utile, ou pas. Ceci étant, on appréciera la variété des options autorisées par ce kit de conversion en termes de pilotes différents. On trouve 3 pilotes génériques en masse aux initiatives 1, 2 et 3, respectivement le cadet de l'escadron Epsilon, le pilote de l'escadron Zeta et l'as de l'escadron Oméga, ce dernier étant le seul TFO générique à disposer d'un slot de talent. Surtout, après cela, nous trouvons 9 tout de même pilotes nommés, et ça c'est vraiment chouette. Quelques mots sur chacun d'eux, en commençant par Nul, pilote à initiative 0, hein. Sauf qu'en fait c'est 7, hein, tant qu'il n'est pas endommagé. C'est une configuration pour l'heure unique dans le jeu, très bizarre mais aussi très rigolote. Pour seulement 31 points d'escadron, on a ainsi un Casillas chelou que j'ai bien envie de tester. À l'initiative 1, nous avons le lieutenant Rivas, dont la capacité ne m'excite pas du tout pour le coup. Il y a peut-être une vague combo à trouver, mais je suis très sceptique. Initiative 2, nous avons 2 pilotes. Muse pourrait être intéressant, notamment dans une nuée, en offrant un avantage au vol en formation en matière de gestion du stress. TN3465 est lui aussi conçu pour le vol en formation, mais dans une optique plus agressive, sur un mode un peu sadomaso qui me paraît assez typique du premier ordre, voyez Quick Draw et Kylo Ren ou le talent fanatique, et qui peut en même temps évoquer une variation drastique sur le talent adjectif impitoyable de l'Empire Galactique, lequel ne m'a jamais botté, mais la capacité de TN3465 me parle davantage. Celui-ci, à la différence de Muse, n'a toutefois pas de slot de talent, mais je suppose que ça n'est en rien un problème. Yep, dans une nuée, ces 2 pilotes pourraient trouver leur place, je suppose. C'est pas foufou, mais c'est intéressant. C'est probablement, dans le contexte du premier ordre, ce qui se rapproche le plus de la synergie de l'escadron Inferno de l'Empire Galactique. Certes avec une initiative plus basse, mais faut voir, hein. Le seul pilote de taille FO nommé ayant une initiative de 3 est Longshot. Celui-ci, en dépit de son initiative assurément basse, me paraît tout à fait séduisant, avec son aptitude qui l'incite, de manière contre-intuitive, à attaquer de loin. Comme son nom l'indique en fait. Reste à l'associer à quelque chose de pertinent dans cette optique, mais ça vaut le coup qu'on y réfléchisse. Initiative 4, celle de l'escadron Inferno chez l'Empire Galactique, nous avons 2 pilotes nommés. Scorch est pas mal, qui peut se stresser tout seul pour taper plus fort. A priori, on ne gagne pas à l'associer à Muse, par contre. Je suis bien plus sceptique en ce qui concerne Static. Sa capacité pour changer ses hits en crit me parle assez peu pour un vaisseau avec 2 dés rouges seulement, a fortiori si pour ce faire il doit craquer à la fois une acquisition de cible et un marqueur concentration. Je mets celui-ci de côté pour le moment. Passons à l'initiative 5 avec le commandant Balarus. Il a une aptitude relativement sympathique mais qui ne déchaîne pas non plus mon enthousiasme. Le pilote n'ayant que 2 charges, il ne peut en faire usage que 2 fois dans la partie. En outre, il lui faut aussi payer la taxe d'un marqueur de stress à chaque fois, et nous parlons toujours d'un vaisseau qui n'a que 2 dés rouges. Son initiative de 5 en fait un quasi-as, mais je trouve sa capacité spéciale trop coûteuse à tout point de vue pour être vraiment enthousiasmante. En revanche, à l'initiative 6, Midnight, ex-Omega Leader, est à la hauteur de nos attentes, qui empêche en attaque comme en défense un vaisseau ennemi verrouillé de modifier ses dés. C'est très bien et très as. 44 points d'escadron, certes, ce qui sépare Midnight des autres vaisseaux mentionnés. Et c'est là, je crois, qu'il faut scinder ces différents pilotes en 2 groupes. Certains, les génériques bien sûr, mais aussi Muse et TN3465, paraissent ne faire sens véritablement qu'en nuée. Tandis que d'autres, Null, Longshot, Scorch, Midnight et éventuellement le commandant Balarus si l'on y tient, se débrouillent très bien tout seuls. Et pour 3 d'entre eux, Null, commandant Balarus et Midnight, peuvent très légitimement se voir conférer le statut d'as. Et pour ma part, c'est ce deuxième groupe qui m'emballe le plus. On a là des petits tailles qui peuvent parfaitement compléter une liste, sans être pour autant le petit machin qui sert pas à grand chose, mais on avait un trou à boucher, alors bon. Si l'Empire Galactique me paraît plus solide côté nuée, parce que Howlrunner et Escadron Inferno, le premier ordre est probablement plus consistant en matière de taille de base qui joue à l'as.
De fait, placer Midnight en face d'Owl Runner révèle d'emblée combien les approches des deux factions sont différentes à cet égard. Ces deux big boss dans leurs catégories respectives n'ont finalement rien à voir. Et je suppose que c'est plutôt un bon point en définitive. Passons au chasseur taille SF ou taille des forces spéciales. Comme dit plus haut, je l'ai assez peu joué en V1 et je n'envisageais pas vraiment de toute façon d'aligner un autre pilote que Quickdraw. Je le trouvais bien, oui, mais trop cher. Beaucoup trop en fait. Un souci que j'avais aussi, mais dans une moindre mesure avec le Silencer. Pour le coup, FFG a largement revu l'économie même du vaisseau et d'une manière que je trouve vraiment intéressante. De tout ce qui se trouve dans ce kit de conversion, c'est probablement la mécanique alternative que je trouve la mieux pensée et la plus enthousiasmante. Quand on compare les coûts en points d'escadron de la V1 et de la V2, on a instinctivement l'impression d'un changement radical. Le nouveau TSF coûterait bien moins cher que l'ancien, ce qui donc aurait tout pour me plaire. Cependant, il y a ici comme une illusion d'optique. En effet, cette variation dans les coûts tient beaucoup à ce que l'ancien titre gratuit de taille des forces spéciales a été remplacé en V2 par un nouvel artilleur, l'artilleur des forces spéciales, et, réservé à ce vaisseau, lequel coûte 10 points d'escadron, soit l'équivalent de 5 points en V1. Cependant, même en équipant cet ISF avec cet artilleur en série, le coût demeure moindre, y compris pour le champion Quickdraw. Autre conséquence, cela implique que le TISF a un slot d'artilleur, et rien ne l'oblige à prendre l'artilleur des forces spéciales après tout. Il peut aussi bien prendre un autre artilleur, ou ne pas en prendre du tout. Du coup, ce vaisseau est désormais incomparablement plus versatile et polyvalent qu'il ne l'était en V1, et ça me plaît énormément. L'idée d'aligner un ou des TISF génériques devient subitement bien moins improbable, et le vaisseau disposant en outre de senseurs et de missiles avec lesquels il peut faire des trucs très rigolos, j'y arrive, nous avons là une plateforme extrêmement souple et tout à fait intéressante dans bien des configurations. D'autant que son cadran de manœuvre est assez honnête, s'il n'a pas de coyeux grand, mais dans son principe même il peut probablement s'en passer ou jouer de préférence avec les boucles de secteur. La capacité générique du TISF, intitulée tourelle d'armes lourdes, associe au vaisseau doté d'un arc de tir avant normal une tourelle qui ne peut être tournée que vers l'avant ou vers l'arrière. Or, l'arc de tourelle vaut aussi pour les missiles. Pour dire les choses avec élégance, le TISF est en mesure de tirer des missiles par le cul. Et c'est ici qu'il faut faire intervenir l'artilleur des forces spéciales. Si l'arc de tourelle est dans l'arc avant, le vaisseau jette un des rouges supplémentaires. Alternativement, si l'arc de tourelle est dans l'arc arrière, alors, après avoir effectué une attaque principale dans l'arc avant à 2 dés rouges, le vaisseau peut effectuer une attaque bonus à 2 dés rouges également dans l'arc arrière. J'aime bien comment les concepteurs du jeu ont travaillé la mécanique de l'ancien titre du TISF avec cette utilisation des tourelles. D'autant qu'il faut faire intervenir ici la barre d'action du vaisseau qui peut lier chacune de ses actions, concentration, évasion, acquisition de cible et tonneau, avec une action blanche de rotation de tourelle. Côté pilote, cependant, FFG a moins vu les choses en grand que pour ce qui est des TIFO. Nous n'avons en effet que 2 pilotes génériques, le survivant de l'escadron de Zeta à initiative 2 et l'expert de l'escadron Omega à initiative 3, mais qui pour le coup me paraissent être bien plus jouables que leurs équivalents en V1, et ça je le regrette un peu quand même, il n'y a que 2 pilotes nommés. Le premier à initiative 4 se nomme Backdraft, et comme son nom l'indique, il est plus balèze quand il attaque dans l'arcade de tir arrière. Je n'ai pas l'impression toutefois que ça s'applique à ses missiles, un peu dommage dans ce cas. Du coup, le boss reste Quickdraw à initiative 6, ce qui renforce encore l'orientation As du premier ordre dans ce stade, tel que je l'ai déjà évoqué concernant les TIFO, et c'est pas fini, je vous cause bientôt de Kylo Ren et de Blackout. Il conserve la même capacité spéciale sadomaso qu'en V1, simplement formalisée avec une charge récurrente, une bonne idée pour un bon pilote, moins cher et plus versatile qu'en V1. Ce qui vaut globalement pour toute cette plateforme, polyvalente en même temps qu'efficiente. Je suis assez emballé pour le coup. En prenant en compte les coûts dans l'équation, toute chose égale par ailleurs, c'est peut-être le vaisseau du premier ordre qui me parle le plus dans sa version V2. Passons à la classe au-dessus avec le TIE VN Silencer et sa figurine totalement disproportionnée qui paraîtrait plus cohérente avec un socle moyen. Sauf que le socle demeure petit et a raison car ce vaisseau dispose d'un excellent cadran de manœuvre qui peut rappeler des copains type intercepteur TIE-In ou défenseur TIE-D chez Papy Empire Galactique. À vrai dire, la comparaison avec le châssis de ce bon vieux Sontirfell est renforcée par le partage de la même capacité générique, autre propulseur, qui offre une sorte d'ersatz de repousser les limites avec des actions de tonneau ou d'accélération rouge qu'il est possible de faire après toute attraction. Si les caractéristiques chiffrées du Silencer sont bien davantage dans l'esprit de celles du solide défenseur. Et il peut s'équiper de torpilles et de missiles,
Tout ceci en fait d'emblée un excellent vaisseau, probablement toute chose égale par ailleurs un des meilleurs du jeu dans son ensemble. Maintenant, cela a sa contrepartie logique, un coût élevé. Et contrairement à ce qui s'est passé grosso merdo pour les 3 autres vaisseaux du premier ordre, FFG a cette fois choisi d'augmenter un peu les prix par rapport à la V1. Or, je trouvais le Silencer un poil trop cher en V1. Maintenant, du coup, eh bien, bizarrement, cela me pose peut-être un peu moins problème. Peut-être parce que j'ai tâté du défenseur V2 qui, pour le coup, demeure plus cher que le Silencer V2, Kylo Ren accepté, mais because of que utilisateur de la Force. Une liste à 2 voire 3 silencers n'a au fond rien de déconnant. Du coup, nous avons 2 pilotes génériques, l'ingénieur Cienarja Emus à initiative 1, et plus raisonnablement le pilote d'essai du premier ordre à initiative 4. Et nous avons aussi 4 pilotes nommés, ouf, mon souci avec le TIE-SF ne se répète donc pas. Enfin, faut voir si ces pilotes apportent véritablement quelque chose. Concernant celui d'initiative 1, Avenger, je ne le crois pas. Une capacité beaucoup trop circonstancielle pour un atout de toute façon médiocre. Les choses sérieuses commencent donc avec Recoil, initiative 4. Quand il est stressé, il considère les vaisseaux ennemis dans son arc de tir avant à portée 0-1 comme s'ils étaient dans son bullseye. Et il y a probablement des associations rigolotes à faire, comme Predator ou des roquettes à protons qui devient dès lors considérablement plus facile d'utiliser. Maintenant, mon chouchou est, initiative 5, Blackout, qui fait perdre 2 des verres à ses cibles quand il tire à travers un obstacle. Vous l'entendez réclamer à grands cris le talent tirabile ? Avec les facultés de repositionnement offertes par son cadran de manœuvre et ses autopropulseurs, il a de bonnes chances de pouvoir se placer au mieux pour tirer pleinement effet de ses capacités particulières. Si je dois jouer un silencer, ce sera probablement celui-ci qui aura ma préférence. Il a certes un copain à initiative 5, plus cher, puisqu'il s'agit de Kylo Ren, utilisateur de la Force, avec 2 marqueurs récurrents. Sa capacité demeure peu ou prou la même. L'attribution, quand il a défendu de la carte d'état, je vous montrerai le côté obscur, qui fonctionne comme en V1, à la différence près que les cartes de dégâts de pilote ont changé, et que pilote aveuglé n'est donc plus un choix aussi systématique, car aussi puissant. De fait, c'est devenu davantage circonstanciel. Cela reste puissant, notamment parce qu'il s'agit toujours d'infliger des dégâts directement à la coque, en passant sous les boucliers, et je m'amusais bien à faire ça avec Wampa en V1 et Saint Marana en V2. Cela dit, je n'ai jamais été totalement emballé par cette capacité. Je trouve qu'il y a trop de conditions à rassembler pour qu'elle fonctionne vraiment. Au fond, le plus intéressant avec Kylo maintenant est peut-être son statut d'utilisateur de la Force, avec 2 marqueurs de force et un slot qui accueillerait volontiers les nouveaux pouvoirs de la Force contenus dans ce kit de conversion, voire plus loin. Au fond, je vous montrerai le côté obscur et peut-être secondaire à ce stade. Mais voilà, comme tout utilisateur de la Force, Kylo coûte cher, 12 points d'escadron de plus que Blackout pour une même initiative, et sachant que la capacité de ce dernier me parle davantage. Oui, décidément, je jouerai de préférence Blackout, ou bien une liste associant ces 2 pilotes de Silencer, ce qui est parfaitement envisageable. Et reste un dernier vaisseau, le Grota, soit la navette de commandement de classe Upsilon, un excellent vaisseau de soutien et peut-être à mes yeux en tout cas la plus belle figurine du jeu. Comme dit plus haut, je l'ai pas mal joué en V1 et j'étais d'autant plus curieux de voir ce qu'elle donnera en V2. Avec ceci à prendre en compte que c'est par la force des choses le seul vaisseau de soutien dont dispose à ce stade le premier ordre. Si les coûts ont semble-t-il un peu diminué par rapport à la V1, les capacités de la navette à première vue demeurent plus qu'alléchantes. Elle fait toujours partie du cercle très fermé des vaisseaux qui tapent à 4 des rouges, cette année rebelle. Elle dispose de 3 slots d'équipage, en V2 seul c'est Satané Rakai avec quelque chose d'équivalent. Ces 2 slots de technologie me parlent davantage qu'en V1, et il y a cette capacité générique batterie jumelée qui fait jeter un dé rouge supplémentaire sur les attaques de canon. Reste à équiper le bon. Le canon laser lourd a l'avantage d'être peu onéreux, et l'idée de faire une attaque à 5 dés rouges à portée 3 a de quoi donner des frissons à qui ne joue pas déjà cette enflure de Dash Rendar, mais la navette n'est peut-être pas le vaisseau le plus à même de caler une cible dans son bullseye. Le canon ionique est l'alternative la plus évidente, mais peut-être y a-t-il des choses à creuser du côté du rayon tracteur comme du rayon de brouillage. Je tends cependant à croire que le principal atout de la navette réside bien dans ces 3 slots d'équipage. Reste à trouver les bons, et pour l'heure les options spécifiques à cette faction ne sont peut-être pas forcément les plus évidentes, voire plus bas. La navette dispose d'un pilote générique à initiative 2 qui est le pilote de la base Starkiller, mais il y a en outre 5 pilotes nommés à examiner, et le cas du TIE-SF à cet égard est d'autant plus étrange.
Le premier, à initiative 1, et donc oui, en dessous du générique, est le sergent Tennyson. Avec sa charge récurrente, il peut transformer un marqueur de stress affectant un vaisseau ennemi en marqueur de rayon tracteur. Mine de rien, c'est amusant, il y a peut-être quelque chose à creuser ici. À initiative 2, comme le pilote de la base Starkiller donc, nous avons ensuite le lieutenant Dormitz, dont les faits s'appliquent lors de la mise en place, probablement en étant couplé avec la technologie donnée de pistage hyperspatial. L'idée est de déployer ces vaisseaux ailleurs que dans l'espace habituel, et probablement en mesure d'attaquer dès le premier tour, concentré. C'est un peu tordu, je ne pense pas être en mesure de bénéficier de cette tactique très particulière, je ne me le sens pas. Mais d'autres pourront le tenter, et qui sait, ça pourrait marcher. Ensuite, à initiative 3, c'est le tour du lieutenant Tafson qui, quand il subit des dégâts, peut dépenser une charge, il en a deux récurrentes, pour effectuer une action. Ouais, j'y crois pas plus que ça. Et nous avons ensuite deux pilotes à initiative 4. Le premier, le capitaine Cardinal, dont la capacité tordue me paraît passablement inintéressante, car paradoxale d'une certaine manière. L'avantage s'appliquant à des vaisseaux dotés d'une initiative inférieure laisse supposer probablement une nuée de taille et faux, mais comme ils peuvent se faire descendre assez facilement et que la perte de chacun d'entre eux débouche sur la perte d'une charge et qu'il n'y en a que deux, eh bien tout ça ne risque pas de faire long feu à vue de nez. Je continue de penser, comme en V1, que le meilleur pilote de l'Upsilon est le Major Stridan. Et c'est le moment de relever qu'il n'y a donc plus de Kylo Ren, pilote de la navette, ni le titre qui va avec. Il accroît la portée de sa coordination comme de ses améliorations, tant qu'elles concernent des vaisseaux alliés, attention, et je suis convaincu qu'il y a peu de choses amusantes à faire dans ce goût-là. C'est comme l'essence même du vaisseau de soutien, au fond. Et la navette de commandement de classe Upsilon demeure donc, dans l'absolu, un excellent vaisseau de cet archétype. Reste à trouver comment tirer au mieux parti de ses slots d'équipage et de technologie, sans même parler de son canon. Cela va demander quelques expérimentations, mais je suis relativement confiant. Le contenu spécifique au premier ordre dans ce kit de conversion dépasse les seuls vaisseaux et pilotes. Certaines cartes d'amélioration sont en effet réservées à la faction, essentiellement comme de juste des équipages, mais aussi quelques autres trucs en su. Côté artilleur, nous avons donc l'artilleur des forces spéciales, mais je n'ai rien de plus à en dire ici, cette carte est liée au taille SF, et j'ai donc déjà dit ce que j'avais à en dire plus haut. Les équipages contribuent à typer toutes les factions du jeu, et le premier ordre n'y échappe pas. Nous avons droit à 5 cartes spécifiques, dont l'utilité peut être encore un peu à débattre. C'est que, indépendamment de leur qualité dans l'absolu, il faut prendre en compte qu'à ce stade, seule la navette de commandement de classe Upsilon peut emporter ses équipages, 1, 2, voire 3. Or, ils ne sont pas forcément tous très compatibles entre eux et ou avec l'orientation de la liste, et notamment la place de l'Upsilon dans cette liste. J'aime bien la capitaine Phasma, qui est une sorte de reprise en V2 de Mara Jade, autrefois associée à l'Empire Galactique et pas reprise dans la nouvelle édition. Maintenant, la portée limitée de cet effet, a fortiori depuis une Upsilon pas forcément très agile, doit bien sûr être prise en compte. Le général Hux, de ces 5 cartes d'équipage, est probablement la plus enthousiasmante. Il permet de faire une super coordination sur 1, 2, voire 3 vaisseaux du même type, qui gagnent un stress au passage, mais qu'importe, ses possibilités de vol en formation me font fantasmer. C'est une sorte d'équivalent du grand Moff Tarkin de l'Empire Galactique, mais qui me parle bien davantage. Et rappelez-vous qu'avec Stridan, la portée de la coordination est étendue. Kylo Ren produit son effet habituel, avec une action permettant d'attribuer la carte d'état, je vous montrerai le côté obscur. Ouais, je n'en ai jamais été très fan parce que c'est une action et qu'à ce compte-là, une coordination ou un renforcement, par exemple, me paraissent de manière générale plus profitables. Cela dit, en tant qu'utilisateur de la force, il confère alors à l'Epsilon un marqueur de force récurrent, ce qui peut avoir son importance, y compris en l'associant à Snoke, j'y arrive. Mais d'abord, l'équipage Sergent Anisson. Contre du stress, il accroît les inconvénients des marqueurs rouges et oranges des vaisseaux ennemis. Honnêtement, je n'y crois pas vraiment, même si on pourrait, je suppose, songer à quelques associations, avec Phasma par exemple. Bon, peut-être, mais je n'y crois pas trop. Et voici enfin le suprême leader Snoke. Tout le désigne, dans le lore comme dans les caractéristiques, comme le Palpatine du premier ordre. Tout eux coûtent 13 points d'escadron, prennent 2 slots d'équipage et confèrent un marqueur de force récurrent. Cependant, je ne suis pas du tout convaincu par son pouvoir. Dans l'absolu, un super sens, le pouvoir de la force, pourrait être intéressant, mais dans quelle configuration de jeu? Des as pour prolonger l'affiliation avec Palp? Une nuée?
Surtout pour fonctionner, cette capacité implique de disposer de plusieurs marqueurs de force, et Snoke n'en confère qu'un seul. La seule option à ce stade consiste à l'associer à Kylo Ren, ce qui bouffe les 3 slots d'équipage de l'Upsilon. Et ceci pour voir les manœuvres de 2 vaisseaux ennemis seulement, ce qui au passage empêcherait d'utiliser la force pour la capacité de Kylo Ren, ou pour modifier les dés en attaque ou en défense. L'intérêt de cette carte m'échappe donc totalement. Il y a peut-être un truc que je ne piche pas. Chaque faction V2 dispose d'un talent qui lui est réservé et qui prend la forme d'un adjectif qualificatif. Impitoyable pour l'Empire Galactique, altruiste pour l'Alliance Rebelle, intrépide pour les racailles et scélérats, et maintenant fanatique pour le Premier Ordre et héroïque pour la Résistance. En ce qui me concerne, ces deux nouveaux adjectifs sont beaucoup plus intéressants que leurs contreparties dans les 3 premières factions. Pour le premier ordre, nous avons donc fanatique. Pour 2 points d'escadron seulement, un pilote fanatique, quand il effectue une attaque d'arme principale, s'il n'est pas protégé, peut changer un de ses résultats concentration en un résultat dégâts. C'est pas mal du tout, ça. Un problème récurrent de ces cartes est qu'il y a souvent mieux à faire, mais à ce prix, je suis vraiment intéressé. Cela pourrait être particulièrement redoutable dans une nuée, et je regrette d'autant plus que cette carte soit limitée à 3 exemplaires seulement dans ce kit de conversion. Bon, je suppose que les futures extensions du premier ordre permettront d'y remédier, mais j'aurais apprécié que FFG se montre un peu moins pingre dès ce kit de conversion, ce qui vaudra hélas pour d'autres cartes confère infra. Le premier ordre dispose enfin de 2 améliorations de type technologie qui lui sont réservées. La première a un nom à coucher dehors, code BioExaCrypt. Pour 1 point d'escadron seulement, elle offre des capacités de coordination et ou de brouillage inédites. Je ne sais pas encore très bien comment utiliser cette carte au mieux, il va falloir expérimenter, mais à ce prix et l'Upsilon disposant de 2 slots technologie, je me dis qu'il y a quelque chose qui mérite d'être creusé. Et il faut enfin mentionner les données de pistage hyperspatial dont l'effet se produit essentiellement lors de la mise en place. J'ai déjà évoqué cette carte plus haut car elle paraît conçue pour le lieutenant Dormit. Je n'ai rien de plus à en dire. Le kit de conversion introduit également des améliorations inédites qui ne sont pas réservées au seul premier ordre. Puisque nous en étions aux technologies, poursuivons dans cette catégorie d'amélioration que ce kit et celui de la résistance introduisent en fait dans la V2. Seuls les vaisseaux de ces 2 factions disposent de slots technologie, sauf erreur. J'avais vraiment un problème avec ces améliorations V1, je ne savais tout simplement pas quoi en faire. Je crois que les choses se sont améliorées avec la V2, ou peut-être est-ce simplement que ma perception du jeu a changé. Quoi qu'il en soit, nous avons donc 4 cartes à évoquer. L'analyseur de modèle permet d'effectuer une action quand on effectue une manœuvre rouge. Ok, ça peut carrément le faire. Les optiques d'avancée permettent de convertir lors d'une attaque un résultat vierge en un résultat dégâts. Ça me parle. Les propulseurs survitaminés permettent dans une certaine mesure de faire des actions de tonneau ou d'accélération même quand on est stressé. Les As apprécieront tout particulièrement. Enfin, le synchroniseur télémétrique permet à un vaisseau allié de se dispenser d'un prérequis d'acquisition de cible quand il s'en prend à un vaisseau ennemi que l'on a verrouillé. Ça demande à ce qu'on y réfléchisse, même si en l'état de ces améliorations, c'est celle qui me botte le moins. N'empêche, je n'ai plus le même problème concernant les technologies. Plusieurs de ces cartes, génériques ou réservées au premier ordre, offrent des options intéressantes, voire des tactiques tout bonnement inédites. Et ça, c'est toujours bien. Le kit de conversion comprend aussi 2 nouveaux pouvoirs de la force qui ne sont pas techniquement réservés au premier ordre. Même s'il y a une petite ambiguïté à cet égard. De fait, nous avons notre première carte côté obscur, une notion dont on savait qu'elle arriverait un jour, l'équipage Rakai Maul ayant une capacité liée. Mais à ce stade, je ne crois pas avoir vu nulle part dans les règles la moindre mention expliquant comment utiliser ces pouvoirs de la force particuliers, et même qui peut les utiliser, l'ambiguïté portant sur les utilisateurs de la force Rakai à vue de nez, hors Maul s'entend. Quoi qu'il en soit, cette première carte N est très intéressante, qui permet de récupérer de la force quand on se prend des dégâts. La carte arbore le masque de Kylo Ren et c'est bien naturel, au regard de sa capacité, je vous montrerai le côté obscur, qui implique de prendre des dégâts. Mais je pense qu'elle conviendrait très bien aussi du côté de l'Empire Galactique, au Grand Inquisiteur, dont l'aptitude me paraît autrement bien trop chère et ou aléatoire. Il faut ajouter que cette carte est peu onéreuse pour un pouvoir de la force, 3 points d'escadron seulement, ce qui devrait la rendre toute désignée pour équiper en série des utilisateurs de la force générique, en l'espèce pour l'heure les Inquisiteurs sur le TIE Advanced V1, toujours chez l'Empire Galactique.
À ceci près qu'il n'y a qu'un seul exemplaire de cette carte dans ce kit de conversion. Vous me direz, dans ce kit, un seul pilote peut en être équipé, et c'est Kylo Ren. Certes, mais bon, depuis le temps que je cherche à faire quelque chose avec les Inquisiteurs, et le même problème se pose pour tir prophétique, pouvoir de la force normale qui joue avec le bullseye et empêche le défenseur de jeter trop de dés verts. Pas facile à mettre en place, mais potentiellement destructeur. Les As avec plein de défense ne devraient pas du tout apprécier. Là encore, le coût de cette carte est relativement bas, 4 points d'escadron, mais elle ne se trouve donc elle aussi qu'en un seul exemplaire. Et par ailleurs, elle ne figure pas dans le kit de la résistance. Et autant on pouvait ergoter pour le nombre d'itérations de haine dans le présent kit, autant cet oubli me paraît inexcusable et je comprendrais que les camarades résistants se plaignent. J'ai détaillé jusqu'à présent le contenu inédit de ce kit de conversion, mais il comprend aussi de nombreuses cartes que l'on trouvait déjà dans la boîte de base et dans les 3 précédents kits de conversion. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire, je suppose. Le kit comprend aussi un certain nombre de marqueurs, dont Hourra 7 boucliers. J'en ai enfin assez. Après la boîte de base et 5 kits, il était bien temps. Toujours pas de marqueur d'évasion, en revanche, heureusement le kit de la résistance y a remédié. Mais pourquoi seulement lui, bon sang? Quoi qu'il en soit, j'ai maintenant assez de ces jetons pour mes listes à base de taille fantôme et ou de nuées. Oui, enfin, oui. À côté de ça, on a déchargé des marqueurs de force à ne plus savoir qu'en faire, sans même parler des collections entières de marqueurs ioniques, de brouillage ou de rayons tracteurs. Ils ont des priorités bizarres chez FFG. Bon ben, on ne reste plus qu'à tester tout ça, hein. J'ai quelques envies, quelques idées de liste. On verra bien ce que ça donnera. Et voici que s'achève ma première chronique de la gamme de X-Wing. Je ne sais pas si je me suis montré à la hauteur, j'ai pu dire des bêtises, oublier des trucs, passer à côté d'autres choses encore. Surtout, n'hésitez pas à me reprendre via vos commentaires, ça m'intéresse. Et on verra si un jour je tente de faire la même chose pour la résistance, une faction qui m'intimide un tantinet.